1, 2. Ça marche. 1, 2. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette conférence. Nous allons rentrer dans le récit de la transformation digital wholesale de Veja avec Just. Je suis rejointe aujourd'hui sur scène par David Leroux, DSI chez Veja, Arnaud Rian, CEO chez Just, et Baptiste Cacheleux, CEO chez Webcam. Nous allons commencer par David qui va nous partager un petit peu plus le projet de Veja et ce qui s'est passé sur le projet de transformation digitale. Et ensuite, nous creuserons un petit peu plus le récit avec des questions pour chacun. David, à toi la parole. Bonjour, enchanté. Donc je suis David Leroux, DSI Veja. Avant de commencer, juste à main levée, qui connaît Veja, juste la marque? Ok, une grosse majorité. Et qui connaît le projet, on va dire, derrière Veja? Le projet, l'ADN de Veja, pourquoi Veja est un peu différent des autres marques en termes de sneakers? Il y a déjà beaucoup moins de monde. Et en fait, c'est tout l'enjeu de Veja aujourd'hui, de pouvoir communiquer autour de Veja, mais aussi de promouvoir le projet qui est vraiment différenciant par rapport à d'autres marques de sneakers. Il s'est coupé. Ah, cool. Donc, Veja, créé il y a maintenant une vingtaine d'années par deux fondateurs français. Donc, c'est une entreprise française, hein, Veja. Leur ambition, c'était de créer des baskets différentes et les faire différemment, les produire différemment. Donc, ils ont travaillé principalement sur la filière logistique amont des matières premières, où ils ont été directement en contact avec les producteurs. Et la particularité de Veja, c'est de travailler directement avec les coopératives, avec les producteurs, et pas seulement avec des usines qui vont se sourcer on ne sait où. Et on a deux filières principales, plus la troisième du cuir, mais on a deux filières principales qui sont le coton, coton agroécologique dans le nord-est du Brésil, et ensuite la partie, tout ce qui est caoutchouc, donc qui est basé sur l'arbre qui est l'EVA, qui elle est plutôt dans la forêt d'Amazonie et vers le Ceará, au sud-ouest du Brésil. Ces coopératives donc, travaillent avec elles-mêmes des récoltants, des seringueiros qui font les entailles sur les EVA pour récupérer le caoutchouc. Et la valeur de Veja, c'est d'amener des conditions de travail qui sont bonnes à ces gens-là, et surtout des prix, et de rémunérer justement les seringueiros et les récoltants de coton. On considère aujourd'hui qu'on paye à peu près 4 fois le prix du marché sur ces deux matières premières, sur le coton et le caoutchouc, qui permettent à des récoltants et des rubber tappers, des seringueiros, de vivre correctement. Et en plus, on s'en assure parce qu'on va régulièrement en Amazonie. Même les salariés de Veja vont en Amazonie pour pouvoir voir directement les gens travailler et comprendre ce qu'est le projet Veja. En termes de particularité aussi, Veja, c'est zéro publicité. Donc vous n'avez jamais vu de publicité Veja à part des articles, des posts sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc ça nous permet, nous, de travailler plutôt sur mettre le prix au niveau des matières premières et travailler sur la qualité des produits plutôt que de dépenser de l'argent auprès d'égéries ou de choses comme ça. Au niveau du projet, donc Veja, c'est principalement du B2B hein, dans le business. On a 70% de notre business qui est fait en B2B. Et on a 20% en e-commerce D2C et ensuite en magasin 10%. Le B2B est un gros enjeu. Et en fait, avec le temps, c'est quelque chose qu'on n'avait pas couvert énormément d'un point de vue IT. On s'est concentré beaucoup sur les fonctions back-office, sur les fonctions magasin, parce que forcément, quand on ouvre un magasin, on est obligé d'avoir un système d'encaissement. On s'est pas mal focusé sur la partie e-commerce, que c'est pareil, c'est du digital, donc on a besoin de solutions. Mais on a un peu oublié le B2B. Et en fait, la particularité, c'est que longtemps, les commerciaux ont travaillé en contact avec les distributeurs. On a différents profils de distributeurs. On a des agents qui bossent pour nous trouver des comptes. Ensuite, on a des distributeurs qui achètent la marchandise à Veja et qui la revendent à des magasins. Et ensuite, on a des magasins directement qui achètent. Et au sein de ces magasins, on a différents profils. On a les gros comptes sur des marques type aux États-Unis Nordstrom, où on a aussi des distributeurs natifs
Zalando par exemple. Et après, on a des petits distributeurs de quartier qui vendent aussi des Veja, qui peuvent vendre des Veja près de chez vous d'ailleurs. Et donc, l'histoire, c'est que tout ce qui était fait côté B2B était fait manuellement. On avait énormément de travail d'extraction de données sur Excel, de consolidation de données, de s'assurer que l'assortiment était bon pour tel ou tel client, parce que chaque client est un assortiment différent. Beaucoup de travail aussi d'échange d'emails, et tout ça, c'était assez besogneux et nécessitait des ressources un peu dédiées administratives. Et d'un point de vue expérience client, c'était pas top. Donc, on a beaucoup bossé avec les équipes wholesale pour justement répondre à ces enjeux-là. Ensuite, il y avait un deuxième truc. Nous, on travaille en make to order, donc les commandes sur stock, c'était quelque chose qu'on a du mal à gérer. Make to order, on a des besoins de commandes exprimés 6 mois à l'avance sur la collection, on les fait produire et ensuite on livre les clients. Dans tous ces clients, il y a toujours quelques retours, quelques annulations et on se retrouve avec ou des stocks de sécu que nous on mettait sur des produits à forte rotation et on a toujours du stock en entrepôt malgré tout un minimum et on n'avait pas cette capacité de gérer des commandes sur stock. Donc avec Excel, c'est impossible. Vous envoyez un Excel, le stock il est plus dispo, les clients commandent un stock plus dispo, ça crée de la frustration, enfin bref, voilà. Donc on a bossé avec cette réflexion-là en se disant on va trouver un outil qui permette de mieux servir les clients, d'arrêter toutes ces tâches administratives, d'être plus en temps réel avec les stocks, avec les catalogues produits, avec les photos aussi. Parce qu'il faut savoir que dès qu'on avait un changement sur notre catalogue, on devait rediffuser un catalogue produit au client. Dès qu'on avait des photos qui changeaient, on devait rééditer un book avec l'ensemble des photos. Donc c'était hyper besogneux. Ça c'est chiant par contre. Donc voilà, c'est un peu pour expliquer la genèse du projet B2B sur la partie e-commerce. Et bien sûr dans un contexte international. Je ne vous ai pas précisé, mais on couvre vraiment des US jusqu'en Asie. Au niveau B2B, c'est assez vaste. Et là en plus, on est en train de se déployer encore plus en Asie et en Amérique du Sud. Donc on a un vrai enjeu d'harmoniser aussi les pratiques et de rationaliser les outils aussi. Donc voilà, ça c'était la genèse du projet. Pour vous dire aujourd'hui, je fais un petit teasing par rapport aux questions, mais aujourd'hui on est à peu près à 80% de clients embarqués. Ce qui veut dire que c'est la première année en 2024 où on met en place cet outil. On est déjà à 80% de clients embarqués. Ce qui est un très très beau taux par rapport à un outil nouveau, un passage d'un processus manuel à un processus digital. L'embarquement s'est fait excessivement bien. Ça c'est quand même important. Le site, juste pour vous préciser un peu comment il est structuré, donc on a la homepage assez classique, on a des lignes de métiers, des lignes de produits, pardon, hommes, femmes et kids. Cette homepage, elle permet de communiquer quoi? Pas seulement ces catégories de produits, mais aussi de communiquer des informations aux clients, de pousser des offres commerciales par exemple aux clients. Elle permet aussi de mettre des indicateurs quand on est agent. Les agents, eux, traitent un portefeuille de clients. Donc en fait, on leur met des indicateurs, des tableaux de bord multi-clients qui leur donnent le taux de commande passé par un client, par exemple, s'il a atteint son quota ou pas. Donc c'est vraiment la page qui permet d'entrer dans le site. Et ensuite, on a cette product list et avec des filtres. Et l'intérêt de l'outil, c'est d'avoir mis des filtres très orientés fashion. Parce que nous, on bosse dans le textile, on a des tailles, on a des matières, on a des couleurs. Et on ne peut pas avoir juste des filtres classiques comme sur un site B2B. Donc on a demandé à mettre des filtres particuliers par rapport à nos caractéristiques. Et c'est des trucs assez puissants qu'on a mis en place par rapport à la sélection des produits. Et aussi d'avoir le pricing affiché, les stocks disponibles pour tout ce qui est reorder. Et ensuite, vous avez la product page, la page produit, où là, on a mis plusieurs photos. On n'a pas le carrousel là, parce que c'est pas animé, mais vous avez plusieurs photos qui sont disponibles, qui sont des photos qui sont en temps réel dans notre Digital Asset Management. C'est-à-dire vraiment, on peut changer une photo instantanément et les changer dans le site. C'est très cool. Et on a toutes les variantes de produits disponibles, ici en affichage. Dernier élément qu'on a mis en place, c'est une plateforme d'échange aussi de données de documents un peu plus marketing. Si par exemple on veut faire un pitch commercial pour que les distributeurs eux-mêmes appliquent un peu le discours de Veja, c'est-à-dire la connaissance de l'histoire de Veja, on peut leur mettre des documents commerciaux à cet endroit-là. On peut leur mettre différents documents.
On n'a pas d'animation du site, parce que le site, si on vous montre le site, on vous montre des choses un peu confidentielles. Mais par contre, sachez que tout est connecté en temps réel avec notre PIM, au niveau des données commerciales. Au niveau des prix, c'est connecté avec notre système SAP. Et en termes d'architecture, ça se présente comme ça. On a essayé d'harmoniser tout le back, vraiment ce qu'on va appeler le data layer, ou l'entrepôt de données, ou le hub de distribution d'informations. On l'a mis commun à tout ce qui est D2C et B2B. Just consomme de la donnée qui vient de notre PLM, qui est centrique. Okay. Cloudinary, qui est notre DAM, vraiment là où on stocke les photos, les vidéos. Et entre les deux, alors il y a une couche qui n'apparaît pas, mais il y a un entrepôt de données qui consolide ça et qui distribue les informations. L'idée, c'est que tout soit en temps réel. Et pareil pour la redescente des ventes de Just vers SAP. Tout est en temps réel, les prix, les produits et les photos. Ce qui fait qu'on est, dès que le studio, c'est-à-dire l'équipe design, décide de changer une photo, parce qu'on a fait un reshooting par exemple, elle est instantanément disponible sur le site. Et ça élimine 10 étapes intermédiaires qu'on avait avant, où le studio photo devait re-shooter, devait communiquer à l'équipe wholesale, qui devait mettre à jour un document, renvoyer au client. Enfin, c'était très besogneux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à rien que cette petite presse-là? Après, on va passer aux questions-réponses. Si ça te Moi, va. j'ai des questions. Merci beaucoup, Davy, pour cette présentation. Une première question peut-être, pourquoi avoir choisi Just et comment s'est organisée vraiment la sélection de la plateforme et la prise de décision? Alors, en fait, la sélection déjà s'est passée. On a voulu impliquer. Déjà, l'initiative vient des métiers, parce qu'ils ont essayé de mettre en place une plateforme marketplace il y a quelques années, ça avait un peu échoué. Donc, l'initiative venait du métier. Et on a essayé de les garder impliqués et honneurs de la décision, responsables de la décision. Donc ça, c'était un premier élément de succès, c'est que c'est eux qui ont choisi Just. On avait différents profils de solutions, des solutions très clés en main. En gros, out of the box, on prend la solution fashion oriented, on la met en place et on vend dessus. Très peu de personnalisation. Et après, on avait une offre Just qui était plutôt un peu headless, qui permettait de développer son propre front. Et pour nous, d'un point de vue VEJA, qui sommes très attachés à l'image qu'on dégage à travers nos solutions, nos plateformes, vis-à-vis des clients, puisqu'on fait toujours, comme je disais, on ne fait pas de pub à côté, on voulait s'approprier le visuel et en faire quelque chose qui était commun avec le B2B et le B2C, enfin le B2B et le B2C. Et cette solution avait cette capacité-là, qu'on n'avait pas, nous, avec des solutions plus clés en main. Ensuite, il y avait un truc plus technique qui fait que cette solution est très ouverte. C'est un socle un peu plus moderne que d'autres plateformes, en tout cas, qui permettent d'exploiter les ouvertures API et tout ce qui est connectivité qu'on peut mettre en place entre les systèmes. Et ça nous allait bien, parce qu'on pouvait, nous, à l'IT VEJA, on est très autonome sur nos mises en œuvre. On a des compétences internes qui sont capables de faire des interconnexions entre les systèmes assez facilement, l'architecture globale et tout. Et il nous fallait une solution très ouverte, parce qu'on veut pouvoir rapidement déployer une capacité nouvelle au niveau du B2B ou interagir simplement avec les autres systèmes. Donc ça, c'était un vrai choix d'un point de vue IT. C'était un choix basé plutôt sur la partie modernité de la plateforme. D'un point de vue métier, c'était plutôt la capacité à adapter, particulariser le site. Et d'un point de vue projet, bon, écoutez, c'était un projet qui s'est déroulé en... Je sais pas, on a fait un projet en 8-10 mois, je crois. 8-10 mois. Et là, on est sur une deuxième version. Donc, on enrichit aussi continuellement la plateforme. D'accord, très clair. Arnaud, de ton côté, Just est évidemment une plateforme qui répond aux besoins de divers secteurs, de beaucoup d'industries différentes, mais on sait que la fashion a des spécificités propres. Comment l'intégration de ces spécificités fashion s'est-elle faite? A-t-elle été complexe? Et est-ce que ces spécificités fashion ont été intégrées par la suite dans la plateforme en natif? Un, deux. Ah, c'est bon, c'est reparti.
Oui, donc en effet, il y a des spécificités, comme le disait Davy, dans la distribution du fashion, encore plus dans le B2B, puisqu'en fait, il y a des notions, comme il disait, de make to order. Donc déjà, c'est un processus d'achat très spécifique. Puis après, le reorder, donc, qui est la gestion du réassort, donc c'est aussi un autre processus de commande. Le point qui est important, et il l'a dit Davy, c'est de dissocier la partie configuration du back-office et la personnalisation du portail client. Et les deux sont extrêmement importants. Donc la configuration permet de rapidement mettre en place des éléments, notamment de data, comme tu disais, pour récupérer toutes les données back-office, notamment, comme tu disais, des SAP. Donc ça, c'est plutôt de la configuration. Et notamment, Baptiste l'expliquera après aussi, toute la partie portail d'achat et personnalisation du parcours client, qui est extrêmement important. Donc il faut vraiment avoir une solution qui soit ultra souple sur ce genre de sujet-là pour permettre la personnalisation et l'adoption au final des clients qui vont utiliser la plateforme au quotidien. Et c'est des éléments extrêmement importants parce que justement ça donne les 80% que disait Davy d'adoption de la plateforme. Donc on va dire une vision plutôt générique sur la partie back-office qu'on avait déjà en place, et on a appris énormément de choses sur la partie personnalisation front-end à travers les différents ateliers qu'on a pu faire avec les équipes Webcam et Veja. Juste pour compléter un peu, celui-là ne marche pas. La différence par rapport à d'autres business, c'est cette notion de taiko qu'on a au niveau du fashion. Et c'est vrai qu'on est en train de travailler sur la version que vous avez vue là, je crois, de mettre en place une grille de prise de commande, et pas seulement sur un site B2B, B2C classique, de dire individuellement je vais sur mon produit, je vais rentrer dans la fiche produit, je sélectionne mes quantités pour ma taille et tout ça. Et c'est de travailler aussi cette capacité à se faire de la saisie en masse que les distributeurs recherchent, ou les retailers recherchent, parce que voilà, on commande 1000 produits, on va pas s'amuser à aller sur chaque page de produits pour aller sélectionner ces quantités. Donc ça, c'est des particularités liées au monde du textile et du fashion. Et après, il y avait cette notion effectivement de capacité à planifier les dates de livraison. Ce qu'on appelait nous les dates de drop, c'est-à-dire les dates à laquelle les marchandises partent des usines brésiliennes pour alimenter les entrepôts et les clients ensuite. Et ça, c'est des choses qu'il faut gérer. Il faut gérer, qu'on a mis un peu pas en spé, mais qu'on a mis par-dessus le socle of Just. Et le troisième élément d'ailleurs, c'est des questions de workflow de validation interne. Des fois, vous avez des problématiques en interne de dire le client passe sa commande, l'agent, nous on a des agents valident les clients, et au-dessus on a des sales reps qui valident les agents avant que la commande soit envoyée au back-office. Donc on a aussi cette notion de workflow qu'on a couvert grâce à Just. Allô? Ah si, c'est bon. Une question maintenant pour toi, Baptiste. Qu'est-ce qui a motivé Webcam à rejoindre l'aventure Just et à intégrer Just comme solution? Et puis, quelles méthodes et quels dispositifs ont été mis en place pour mener à bien ce type de projet? Alors, en ce qui concerne Webcam, notre métier, c'est un métier d'agence, agence web, agence e-commerce. Il y a environ 2-3 ans, on a fait un choix assez radical de flécher notre catalogue de solutions vers des solutions SaaS en matière de e-commerce. Donc on est intégrateur de Shopify, et on a souhaité aller beaucoup plus loin sur le B2B. Et ça tombait assez bien, puisque en fait, à ce moment-là, Just a fait une pénétration de marché assez intéressante. C'est une solution SaaS. Ça répondait aussi à la manière dont on voulait dérouler nos projets pour nos clients. Et donc on a rejoint l'aventure en tant qu'intégrateur. Moi, ce qui m'a plu objectivement sur la partie Just, c'est la richesse fonctionnelle. C'est aujourd'hui, c'est un peu un électron libre dans le quadrant qu'on pourrait avoir sur les solutions e-commerce SaaS B2B. On a une vraie couverture fonctionnelle de tous les cas métiers du B2B, parce que souvent, quand on pense au B2B, on pense un peu, désolé du raccourci, mais du B2C-like. Or, là, on parle d'un tout autre modèle, on parle d'un modèle de wholesale avec des vraies problématiques qui sont adressées assez profondément dans les systèmes, dans les modèles de données, etc. Et donc, moi, c'est ce qui m'a plu en tant que dirigeant, c'est de cartographier finalement tous nos besoins clients, quels qu'ils soient, et d'avoir une réponse pour les organisations B2B qui vont assez loin dans la complexité. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a choisi Just. Une application, enfin une solution SaaS, ça c'est une vraie volonté de l'agence,
et une vraie richesse fonctionnelle. Ensuite, sur les méthodes, c'est une solution SaaS. Donc, ça veut dire que c'est une philosophie projet. Donc, évidemment, il faut maîtriser ce que propose la solution en natif, en standard. Il faut partir de là quand on accueille les besoins clients. Il faut savoir challenger. Donc, ça veut dire que nos équipes doivent être formées. Donc, on a formé nos équipes au standard et au natif. Et puis ensuite, évidemment, on procède par écart quand il y a besoin. Davy en a parlé. Parfois, on est obligé de faire un petit morceau de spécifique pour adresser un besoin. Mais globalement, c'est une autre philosophie que celle du sur-mesure qu'on pouvait connaître avec des outils plus traditionnels. Ce qui est le dernier point quand même en termes de méthode, et ce qui est appréciable aussi avec Just, c'est la capacité à influer sur la roadmap. Voilà, c'est un produit qui est jeune, mais il y a des gros avantages à avoir un produit jeune. C'est que justement, il y a des équipes produits qui sont à l'écoute, et quand il y a des écarts qui font du sens pour d'autres clients, on a une équipe qui capte ça et qui le met dans la roadmap, et parfois même rapidement dans la roadmap. Merci pour ce retour, Baptiste. Une question, Davy, sur le chiffre que tu as partagé tout à l'heure de 80% d'adoption avec les partenaires clients. On sait que justement la gestion du changement peut être assez complexe dans ces projets. Et quel a été justement le plan d'adoption pour arriver à ces 80% d'adoption in fine? Qu'est-ce qui a été mis en place justement pour que cette adoption se fasse? Et est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'éléments qualitatifs sur ce 80% d'adoption? Alors en fait, on a travaillé progressivement en fait le déploiement. On l'a fait. On a l'avantage d'avoir un process existant qui est sur Excel et qui fonctionne encore. Et ensuite, on s'est dit, ok, on va essayer de ne pas brutaliser les gens. On va faire un déploiement smooth, progressif. On embarque déjà nos commerciaux qui font quand même des fois des prises de commande pour les clients, histoire de tester la solution en prod, pour s'assurer que ça fonctionne bien. Les clients, les commerciaux sont satisfaits et là ils disent, ok, c'est cool, on va déployer sur certains agents. Donc on a pris un panel d'agents. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux cycles. On a un cycle, ce qu'on disait tout à l'heure, de début de collecte où c'est du pre-order. Donc on commence à faire la prise de commande. Mais sur toute la saison qui dure 6 mois, on a aussi des commandes de réassort. Des commandes de réassort, ouais. Et donc sur stock. Et ça permet aussi de tester la solution de manière plus unitaire, sans mettre à risque potentiellement le business si on considère que c'est risqué de déployer Big Bang tout le portail. Donc on a déployé progressivement, client par client, d'abord du pré-order sur les sales reps et ensuite du re-order sur certains agents, certains clients. Progressivement, le re-order monte en charge et ça permet d'embarquer pratiquement 20, 30, 40, 50% des clients et arriver à la deuxième collecte. Là, on a généralisé, on a dit... En fait, les 20% qui restent, c'est des très gros comptes. C'est des department stores, généralement, qui ont eux-mêmes pléthore de magasins et qui ne passent pas commande via un site. De toute façon, ils passent par l'EDI. C'est un fonctionnement, c'est comme ça que ça marche. Donc, on n'est pas loin d'avoir 100% des gens qu'on peut embarquer. Donc, 80%, ça s'est fait sur une saison complète. Et à la deuxième saison, on a embarqué nos 80% parce qu'on savait que la solution fonctionnait. Au bout de 6 mois, on est quand même assez confiant. Et on a embarqué tous les autres. Et il fallait un gros sponsorship. C'est les métiers qui ont fait la documentation pour les clients. C'est eux qui se sont appropriés la solution, qui ont fait les procédures, qui ont communiqué auprès des clients. L'IT, on était un peu en shadow derrière. Et c'est vraiment cette appropriation par le métier qui était porteuse de réussite aussi, parce qu'ils se sont appropriés le truc. Très clair. Une dernière question pour vous trois, qui est un petit peu plus prospective et un petit peu plus sur votre vision long terme. Et peut-être commençons par toi, Davy. Quelle est ta vision justement de la digitalisation de la relation client-distributeur entre Veja et ses partenaires sur le long terme? Alors moi, mon sujet du moment, c'est l'EDI, en plus de Just. Mais je me dis qu'à un moment, quand on commence à avoir une plateforme ouverte vers les clients wholesale, pourquoi pas intégrer cette capacité à échanger aussi de l'information dématérialisée sans forcément passer par un portail, et intégrer cette capacité aussi dans un portail via un portail B2B pour pouvoir consolider tout ça et ensuite diffuser des services supplémentaires à la prise de commande pure et dure. La visibilité sur mes encours, la visibilité sur ma livraison, la visibilité, voilà. Travailler avec de l'EDI, mais peut-être potentiellement avec Just. Et ensuite, pour moi, ce genre de plateforme doit devenir le cœur des échanges entre un distributeur et une marque. Donc ça veut dire
plus d'emails, plus rien, et potentiellement récupérer les sell-out, c'est-à-dire les ventes des clients finaux, les communiquer via ce genre de plateforme. Enfin, vraiment avoir ce point d'échange central où tout passe dedans. Et vous, Baptiste, Arnaud, peut-être votre vision de la digitalisation et de l'avenir des portails e-commerce B2B au plus largement? Je pense que Davy l'a bien résumé. C'est en fait, bon, sans faire trop d'IA, on va dire, partir, voilà, exactement. Le point, il est important, c'est de dire, en fait, il y aura toujours du self-service via les portails. Mais comme le disait Davy, il y a aussi des commandes qui sont reçues de manière déstructurée, on va dire ça comme ça, par mail, par fax des fois, par EDI. Alors l'EDI c'est quand même structuré, mais c'est quand même un autre format. Et donc on se retrouve dans une situation dans le B2B très hétérogène, où on n'arrivera jamais à basculer forcément 100% des clients sur le portail. Et donc du coup, nous, la vision qu'on a, c'est que justement l'IA, et c'est très demandé par nos clients, justement va permettre, on va dire, de préformater toutes ces demandes déstructurées ou structurées sous certains formats pour tout harmoniser et essayer de faire rentrer l'ensemble des commandes, comme tu disais, dans un seul point. Et ça, c'est vraiment pour nous la vision du futur du commerce B2B. Une dernière idée du coup pour l'avenir. Moi, je pense, je suis assez attaché à la richesse du modèle wholesale parce qu'en fait ça permet de mailler des territoires. Aujourd'hui déjà 80% du flux ça passe par des revendeurs, voilà, qui sont implantés dans des territoires, etc. Et on en pense, enfin à chaque fois qu'on pense à ce modèle, on pense toujours avec l'axe de la vente. Et moi je pense que peut-être que l'avenir aussi de ce modèle, c'est peut-être le care, c'est-à-dire l'après-vente où finalement les professionnels qui distribuent, qui revendent, peuvent peut-être avoir aussi demain un rôle à jouer dans la réparation. Voilà, on sait que c'est un axe assez fort et qui est poussé par Veja notamment. Et donc je me dis qu'un portail comme Just, potentiellement le portail B2B peut aussi être le véhicule d'une relation après-vente. Alors évidemment c'est un particulier qui s'adresserait finalement à un représentant de Veja, voilà, qui serait un revendeur, pour permettre une réparation clé en main où on a quelqu'un à qui on peut s'adresser et pas seulement j'imprime un bon de livraison et je ne sais pas trop où ça va. Voilà. Et je pense que je suis assez attaché à cette idée de la relocalisation à la fois du commerce et du SAV et je pense que le portail B2B peut être le véhicule de cette ouverture vers le care. Voilà. Merci à tous les trois pour votre retour d'expérience sur ce projet. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Si vous avez d'autres questions, nous sommes sur le stand C53 et où vous pourrez poser toutes vos questions à Arnaud, Davy et Baptiste. Merci beaucoup. Merci.